Bonjour à tous, et bienvenue sur ce petit direct donc, de la table ronde numéro 2 sur l'Atomic Research. Comme vous voyez, je suis accompagné à peu près des mêmes personnes que la dernière fois. Alors, j'ai pas mis ma caméra, voilà. Et on a une nouvelle personne puisque Guillaume nous a rejoint. Voilà, représente ou remplace notre ami Martin qui n'a pas pu être avec nous sur cette deuxième table ronde. Cette table ronde numéro 2 va être un peu particulière parce que la première, on s'est aperçu qu'à la première table ronde, des questions avaient été posées sur l'Atomic Research, évidemment, mais aussi sur la notion de repository. Et on s'est aperçu, nous, de notre côté aussi, que on avait peut-être fait des amalgames ou pas précisé peut-être les différences entre ces deux sujets. Et du coup, on va concentrer cette table ronde sur ces deux sujets et essayer de répondre à vos questions, en tout cas aux questions qui ont été posées sur justement la table ronde numéro 1. Un peu plus tard, je vous partagerai les éléments de cette table ronde numéro 1 pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec de la documentation créée par les experts qui sont avec nous aujourd'hui. Et l'idée, c'est que vous puissiez revoir tout ça après éventuellement cet événement. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se présenter très brièvement. Et puis après, je vous introduirai la première question qui va nous guider tout au long de cette table ronde. Donc, moi, Sylvain Doré, pour ceux qui ne me connaissent pas, UX designer depuis plus de 5 ans en freelance. Et donc voilà, j'ai l'habitude de travailler sur différentes thématiques autour des parcours utilisateurs et de la recherche, évidemment. Donc voilà. De mon côté, je suis accompagné en animation par François. Bonjour tout le monde, merci aux personnes qui nous écoutent sur YouTube ainsi qu'aux intervenants qui ont répondu présent pour cette deuxième partie de la table ronde sur l'Atomic Research. Donc je me présente, je m'appelle François Allard, je suis consultant UX designer. Donc j'interviens chez des clients pour des durées plus ou moins longues. Je vais avoir un rôle assez polyvalent, donc je m'occupe de tout ce qui est recherche utilisateur, organisation et animation d'ateliers ainsi que de toute la partie conception d'interface. Donc voilà pour ce qui me concerne. Je vais laisser les intervenants se présenter avant que Sylvain débute avec les premières questions. Ok, super. Donc, bon, comme vous voyez, comme la dernière fois, on a des profils hyper différents. Ça va être très complémentaire et on voulait attaquer cette table ronde avec une grande question qui pour nous était très floue la dernière fois et à laquelle on voulait répondre, qui est quelle est la différence entre l'Atomic Research et le repository? Voilà, il y a eu beaucoup de questions, des amalgames entre les deux au niveau des questions des participants, enfin des personnes qui nous écoutaient la dernière fois. Et du coup, on aurait aimé avoir votre avis. Je redonne la main à Romain et puis après, je vous laisse lever la main pour interagir. Cool, merci. Alors effectivement, c'est vrai que la dernière fois, on a fait pas mal d'amalgames. En général, je pense qu'on fait pas mal d'amalgames sur ce sujet. Euh, J'aurais tendance à dire que l'atomic research est une méthode pour effectuer de la recherche, à savoir, je collecte un ensemble de faits qui vont permettre de créer des insights et on va pouvoir remonter un peu en cascade, pouvoir ouvrir ces insights pour comprendre quels sont les faits qui vont servir de preuve. Donc ça, c'est la méthode d'Atomic Research. Et à côté, on a le repository qui est comment j'organise ma connaissance et exploite des données dans un but du X-Design ou de Product Management pour aider à prendre des décisions. Et donc d'un côté, on a un outil pour la prise de décision, de l'autre côté, on a une méthode pour collecter de la donnée. Et évidemment, lorsqu'on fait de l'atomic research
et que la finalité de cette Atomic Research se retrouve dans un repository, on a une puissance qui est un peu plus décuplée que si on avait un simple repository des insights. Et c'est là que ça devient très intéressant. Mais les deux peuvent fonctionner ensemble. On peut faire un repository sans Atomic Research et on peut faire de l'Atomic Research sans forcément que ça aille dans un repository. Domitil? Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Romain et même effectivement par rapport au repository, quelque part, et Romain t'a bien insisté dessus en disant que ça permet d'aider la prise de décision et ça effectivement c'est la finalité et après je pense que si on devait donner quelque part une définition peut-être un petit peu simple entre guillemets du repository, je dirais aussi que le repository c'est un lieu unique de centralisation, de collecte, d'analyse et de partage de la connaissance utilisateur. Et je rejoins à 200% Romain quant au fait que effectivement oui, Atomic et repository sont distincts. Il y en a un qui est une méthode d'analyse et l'autre un lieu de collecte et de centralisation. Et par ailleurs, Romain, en plus, alors je pense qu'on va peut-être en reparler pour la suite, mais tu as dit quelque chose qui était très intéressant sur les insights et le partage d'insights. Donc, je ne veux pas trop en dire pour l'instant parce que ce sera un des sujets ultérieurs. Mais on peut aussi porter différentes ambitions au repository et se dire, bon, bah, en fait, concrètement, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre dedans, jusqu'où je vais, quelle est la granularité de la donnée que je vais implémenter au sein de mon repository et surtout à quelle fin. Et ça aussi, c'est hyper important. Est-ce que j'ai envie d'y mettre tous les faits, tous les insights de toutes mes études? Et ça, justement, une des premières personnes qui m'avait éveillé là-dessus, c'était Guillaume, en disant, mais en fait, ça peut très vite devenir absolument ingérable, ou est-ce que, au contraire, je veux révéler les insights vraiment structurants et clés des recherches que j'ai pu, des études utilisateurs, pardon, ou de la données utilisateurs que je peux avoir. Ouais, Guillaume? Ouais, je rejoins bien sûr mes collègues. C'est juste que, en tout cas, moi, ma définition du repository, avant de parler d'insight, c'est plus comme un front aux différentes études qui rentrent dans votre entreprise, que ce soit par la user research, le market research, etc. C'est un lieu où se déversent ces études. Parce que le problème à l'heure actuelle dans les entreprises, c'est surtout on a de la connaissance utilisateur qui est stockée dans des drives, et après les drives perdent l'accès, les gens partent avec les docs, on perd cette connaissance. Du coup, le repository, il faut d'abord le voir comme un endroit où est centralisée cette connaissance, et après, si ce repository est entretenu avec l'Atomic Research, voilà, c'est là où il y a toute cette chaîne on a un endroit où on peut retracer tout le fil de la réflexion. Ok, merci. Et du coup, la question, donc maintenant qu'on comprend un peu vraiment la différence entre les deux, l'un est une méthode, l'autre est un outil, on avait des questions sur quand est-ce qu'on prend l'Atomic Research en compte, avec quelle taille d'entreprise. C'est surtout cette question-là qui revenait beaucoup. Donc, à partir de quelle taille, de quelles ambitions, on commence à adopter la méthode. Attention, pas l'outil en tant que tel. On peut même, si vous voulez, faire l'aller entre les deux. J'ai double avis, mais je veux bien avoir votre avis sur quand est-ce qu'on adopte l'atomique et potentiellement quand est-ce qu'on adopte juste le repository, puisque maintenant on comprend que on pourrait l'utiliser sans atomique en tant que tel. Est-ce que... Alors, j'ai pas de qui souhaite répondre à cette petite question? Allez, Mathilde, on y va. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, mais j'aurais tendance à dire, il n'y a pas de taille à partir de laquelle commencer. Peut-être que au début, dans une toute petite entreprise, on arrive à communiquer les uns les autres et à être proche des clients et avoir un niveau d'information qui soit homogène. À partir du moment où vous sentez que c'est peut-être pas lié à la taille, mais c'est lié à l'emplacement, en fait, que tout le monde soit en remote, que vous ayez des projets différents. À partir du moment où il commence à y avoir une distance, ça me semble intéressant de se dire, OK, on investit et on appuie vraiment nos réflexions sur des faits. Donc, c'est-à-dire qu'on décompose
nos intuitions, on décompose nos décisions en voilà ce qu'on a entendu, voilà ce qu'on retient. Donc on passe du fait à l'insight et ensuite qu'est-ce que ça nous ouvre comme opportunité. Donc pas tellement une histoire de taille, ne rigolez pas, plutôt une histoire de contexte. Si vous en avez envie, faites-le. Si vous n'en avez pas envie, réfléchissez 6 mois. Mais ne vous dites pas que parce que vous êtes 12, vraiment sur votre to-do list, il faut se lancer dès demain. Ouais, Dominique. Je rebondis dessus. C'est Romain. Ok, Romain. On parle de personnes, mais on peut être une équipe de 20 et pas avoir beaucoup de données en user research. Et on peut être une équipe de 2 UX ou un product manager en UX ou un researcher et y avoir énormément de volume. Et en fait, la question, elle est plutôt sur quel volume de données vous avez qui justifierait l'utilisation d'une base de connaissances ou une approche atomic research plutôt qu'une taille d'entreprise ou de structure. C'est vraiment, je pense, le volume de données qui est important. Si vous faites de la user research une fois tous les 6 mois, peut-être que ça ne vaut pas le coup de vous lancer là-dedans, le coût sera beaucoup trop fort. Par contre, si vous avez des recherches assez régulières avec des insights, là, c'est intéressant. Et je voudrais juste terminer par rapport au point de Guillaume sur le fait qu'on peut ramener de la connaissance et des documents à l'intérieur de ce repository. Si vous avez aussi des documents à disposition, que vous avez des études d'autres sources qui viennent, je sais que nous, chez Publicis, on a passé pas mal de temps sur notre dernier projet à découper toute la connaissance de ces documents pour les atomiser, entre guillemets, et ça nous a beaucoup servi aussi. Donc, pas forcément de la taille, mais du volume de données, ça c'est important. Ouais, Dominique. Et j'ajouterais un second point, en plus du volume de données. Il y a une question aussi, donc effectivement, tu l'as dit Romain, de rythme et de fréquence. Donc à quelle fréquence on sollicite les utilisateurs ou à quelle fréquence en fait on collecte des données utilisateurs. Donc est-ce qu'on le fait, on va dire, de façon, et ça tu l'as totalement dit, tous les 6 mois, de façon anecdotique, régulière, ou est-ce que aussi la connaissance utilisateur est intégrée en continu dans nos process, en fait, dans les cycles? Ça, c'est effectivement un point. Mais en fait, le second point que je rajouterais, ce serait surtout sur la maturité de l'organisation en tant que telle. Pour avoir une démarche atomique, on est quand même sur un découpage analytique, si je puis dire, bien spécifique. Donc, on avait vu lors de la précédente table ronde que ça servait aussi beaucoup le researcher en termes d'analyse. Donc, il y avait les bénéfices, on va dire, individuels pour le researcher, mais ce découpage aussi permettait d'appuyer, de valoriser les faits et les insights à l'échelle. Quelque part, ça permet aussi de désiloter. Mais il s'agit aussi de prendre en compte, je pense, la maturité de l'organisation à laquelle on appartient, et surtout de se dire, en fait, est-ce que l'organisation autour, est-ce qu'elle est prête à accueillir ce découpage et par extension, j'ai envie de dire, le repository, comment est-ce qu'ils vont la traiter, en fait, la donnée utilisateur? Est-ce que la donnée utilisateur, si c'est limité, c'est juste pour avoir, on va dire, des feedbacks ponctuel sur telle ou telle cible, et donc du coup ça va peut-être potentiellement alimenter des équipes produits, ou est-ce que là au contraire la connaissance utilisateur, et là je un peu plus orientée sur le repository, comment est-ce que aussi la gestion de la connaissance utilisateur peut permettre une meilleure collaboration au sein de l'organisation entre les différentes équipes, et comment est-ce que quelque part ça permet de désiloter. Donc c'est pour ça que je rajouterais ce point-là aussi, c'est que avant d'aborder une démarche atomique et par extension avant de vouloir déployer un repository, il s'agit aussi de comprendre l'environnement dans lequel on se situe. Ok.
Pas d'autres interventions? Parfait. Du coup, je passe la main à François. Du coup, pour parler plutôt repository, parce que c'est, je pense, quelque chose qui va être plus activable et du coup moins abstrait que la méthode en tant que telle. Les bases de données, je pense que quand on est researcher, on doit en avoir, même si c'est des slides, on finit par avoir de la base de données. Et donc, du coup, ce serait intéressant de parler de ça. François, je te laisse la main. Ouais, donc comme tu le dis, comme Sylvain vient de le dire, on va plutôt se concentrer sur la partie repository maintenant. Donc la mise en place et l'utilisation d'un repository, c'est une approche systémique. Et comme on a pu le voir avec d'autres approches systémiques, notamment avec les design systems, la gouvernance semble être quelque chose d'important à prendre en compte, voire primordial pour assurer la pérennité du système mis en place. Donc là, avec Sylvain, en commençant à mettre en place notre repository en place, on s'est demandé quelles sont les personnes qui allaient y contribuer. Est-ce qu'un honneur doit être défini ou encore comment garantir une qualité homogène des données présentes dans le repository. Donc, ma question elle est la suivante. Comment gérez-vous la gouvernance de votre repository ou quels sont les conseils que vous pouvez nous donner à ce sujet? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Ok. Guillaume, je t'en prie. Ouais, je me lance. Et là, je parle du coup pour nous, côté groupe Sologé. Pour l'instant, donc le repository est encore assez récent. Pour l'instant, il est à la main des researchers, donc en tant que owner. Pourquoi? C'est surtout pour s'assurer de la cohérence des propriétés des entrées. Alors pour information, on utilise Airtable. Donc on attribue des propriétés à nos études. Donc chaque livrable est tagué. Est-ce que c'était une interview? Est-ce que c'était des tests? Est-ce que c'était un Hotjar? Bref. Et derrière chaque étude, du coup, on récolte des insights. Et pareil, le tag des insights, pour l'instant, on garde la main dessus pour s'assurer de la cohérence de nos informations. Voilà, donc pour ta question sur la gouvernance, pour l'instant, en ce qui nous concerne, c'est chez les researchers. Ok, d'accord, ça marche. Mathilde, si tu veux rebondir. Alors, nous, on n'est pas très bon sur le côté gouvernance chez Payfit, donc on sait que notre repository aujourd'hui, c'est un peu, il vit, mais personne n'est là pour lui dire est-ce que tu as bien fait tes devoirs? Donc, on essaie de limiter la casse déjà en ayant un seul admin, donc une seule personne qui est en mesure d'éditer des tags, des propriétés qui vont être utilisées par tous les utilisateurs. Chacun peut faire son petit bazar, utiliser les crayons de couleur qu'il veut, mais ça ne va pas impacter l'expérience des autres utilisateurs. Donc ça, c'est un premier filtre. Ensuite, on a plutôt limité le nombre de personnes qui peuvent éditer de la donnée dessus pour pouvoir savoir qui elles sont, pour pouvoir les former individuellement, pour pouvoir les regarder droit dans les yeux en disant si tu foires la phase de tagage, la donnée est mauvaise. Si on a une base avec de la mauvaise donnée, tout le monde perdra la confiance qu'on a dans la donnée de recherche utilisateur et on va perdre 6 mois, 1 an. Donc on met un peu la pression. Mais idéalement, on sait qu'il nous faudrait, de la même manière que pour maintenir un design system, il faut des ownerships clairs et des temps qui permettent de mettre à jour, de faire vivre le système. On sait que pour notre repository, il nous faudrait un ownership, une personne qui a du temps, une personne qui est capable de s'aligner avec des product ops pour dire comment évolue la classification de nos expériences, de manière à ce qu'on ait la même sur nos différents outils, typiquement la manière dont on tag nos tickets du service client. Mais aussi, on aurait besoin de points récurrents avec tous les utilisateurs pour dire « Coucou, on fait un conseil des ministres, qui est chaud pour que cette nouvelle dimension apparaisse? Est-ce qu'il y a un consensus? Si oui, on le met en place. Sinon, on en discute. Est-ce qu'il y a des choses qui sont obsolètes? Qui est chaud pour les dégager? Cette partie-là, aujourd'hui, on ne l'a pas, mais ça va venir. Simplement, prenez en compte le fait que ça prend du temps de setuper votre repository, ça prend aussi du temps de le maintenir. Mais ça a un impact, en termes de bénéfices, ça vaut plutôt le coup. Ok, merci beaucoup. Mathieu, je t'en prie. Oui. Donc, du coup, pour Open Classrooms, le repository, pour l'instant, est à la main des user researchers.
Mais il y a pas mal de questions qui se posent parce qu'on a décidé d'ouvrir en fait les données et de récupérer pas mal de données via des intégrations. Et quelque part, on rentre aussi un peu en concurrence avec d'autres outils comme Product Board, côté Product Manager. Et on se rend compte que finalement, en fait, on perd du temps parfois à traiter 2 fois la même donnée quand on parle de tickets Zendesk ou de NPS. Et donc, il y a un peu une forme de collaboration ou de frontière qui est en train de se créer, qui est un peu mouvante aujourd'hui, sur qui est-ce qui finalement est honneur de telle ou telle source de données et comment est-ce qu'on la traite et on la met à disposition derrière. Donc ça, c'est un sujet qui est en plein débat chez nous. Ok. Domitil, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, pour faire écho à ce que disaient Guillaume et Mathilde, donc effectivement, je pense que le réflexe premier est de dire ça reste à la main des researchers parce qu'il y a quand même un côté rassurant, se dire bon bah en fait quelque part le researcher lui est garant de la qualité de la donnée et du coup il en est maître absolu et donc le fait que ce soit lui qui la collecte, qui l'analyse et qui l'intègre dans le repository, ça permet aussi voilà d'assurer la qualité globale. Toutefois, bon, bah, parfois, il n'y a pas nécessairement autant de researchers qu'on le souhaiterait et on est aussi en mesure de se poser la question, bah, en fait, qui manipule la donnée? Il y a peut-être d'autres personnes aussi qui sont en contact avec de la donnée. Je pense par exemple à des commerciaux sur le terrain qui peuvent remonter des feedbacks hyper intéressants. Je pense aussi par exemple à des centres de relations clients. Et donc, du coup, avec Martin, on avait pas mal réfléchi à un modèle où en fait, on n'avait pas nécessairement réfléchi par poste, mais plutôt par rôle, en se disant, bon, bah, effectivement, le rôle premier est central quelque part, le cœur qui va être le responsable de la qualité, ça va être soit un researcher ou un designer, qui lui va être à même de conduire et d'analyser les études, et lui, il est responsable de la qualité. Et ça, c'est super important. Mais par contre, à côté de ça, il peut y avoir des rôles, on va dire, annexes qui vont aussi permettre de faire vivre et d'alimenter ce repository. Avec Martin, on avait envisagé ensemble un rôle de reporter. Quelqu'un, en fait, qui serait capable d'aller collecter de la donnée ailleurs via différentes sources ou sur le terrain et qui permettrait aussi d'alimenter le travail des researchers ou des designers. Et Mathilde, je te rejoins, mais à 2000%, il s'agit d'avoir un owner, nous on l'avait appelé le modérateur, mais peu importe, en fait, quelqu'un à qui tu peux faire référence si jamais il y a quoi que ce soit en fait qui se passe sur le repository, si tu as un problème, si malheureusement tu as fait sauter un champ, un tag ou quoi que ce soit, et ce qui peut arriver, ça reste un outil, mais en fait c'est à la fois le owner, l'administrateur, il manage les accès, la structure de la base, etc. Et ce rôle-là, il est vraiment capital pour assurer la cohérence et la qualité du tout. Puis à côté de ça, on peut avoir un quatrième rôle qui, lui, est, on va dire, est plus annexe, mais qui est un rôle en fait de viewer. Et quelque part, ce rôle-là de viewer, bah, ça peut être quelqu'un qui n'interagit pas, enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'alimente pas, mais quelqu'un qui peut aller se poser des questions et qui peut aller chercher de l'information. Donc c'est pour ça que voilà, nous, on n'a pas nécessairement réfléchi par poste, mais on a plutôt réfléchi par rôle, en se disant aussi que qui dit rôle dit aussi formation. Et pour ça, c'est aussi hyper important de bien connaître les assets pour l'alimenter, pardon, de façon qualitative. Ok, merci beaucoup. Mathilde, Philippe? Oui, oui, je voulais rebondir parce que je suis totalement alignée avec tout ce qui vient d'être dit, notamment sur l'ownership, effectivement, qui est très important, et sur le fait de rôle. On n'est pas forcément non plus ultra nombreux chez nous en tant que user researcher, mais en tout cas, les personnes qui ont accès, donc on utilise aussi Airtable, sont les personnes qui sont amenées à faire de la recherche, à participer à la recherche, et donc voilà, qui vont avoir ce rôle de garant de la donnée aussi. Et ça rejoint effectivement cette notion de formation qui a déjà été longuement discutée juste avant. Mais juste ce que je voulais rajouter par rapport à l'ownership, ce qui pour nous est important aussi, enfin la vision en tout cas dont je vois aussi cet outil, c'est que c'est un peu un fonctionnement comme un produit. C'est-à-dire qu'il va être amené à être créé, mais à grossir, à évoluer, à être géré. Et donc voilà, c'est vraiment une gestion comme
comme un produit, quoi. Comment est-ce qu'on le fait évoluer, qu'est-ce qu'on modifie, si jamais il y a un problème, comment on fait, voilà. Donc, qui est responsable finalement de ce produit et de sa bonne évolution? Ok. Mathilde Gauthier, tu as la main levée. Je ne sais pas si c'était pour l'ancienne question. Ok. Bon, ça marche. Bon, allez, Guillaume, je t'en prie. Ouais, je voulais ajouter quelque chose sur le rôle des contributeurs, surtout s'il y a plusieurs contributeurs à la base. Et Romain a abordé le sujet de, par exemple, quand on récupère un document externe et qu'on veut le mettre dans cette base. Moi, là, c'est là où je pense qu'il faut mettre en place des règles de rédaction, parce que sinon, chacun va y aller de sa formulation, de sa syntaxe, et à la lecture, pour quelqu'un d'externe, un viewer, ça va devenir très vite compliqué d'interpréter et de rassembler ces insights pour en tirer quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette question de règles de rédaction à mettre en place. On pourra vous partager après un article de Uber, par exemple, qui explique quelle est leur syntaxe qu'ils utilisent pour rédiger des insights. Mais ouais, faut penser que ce qu'on rentre, ça va être réutilisé ensuite, extérieur à la base. Donc, il faut faciliter la lecture et la compréhension de ce qui rentre. Ok. Domiti? Ouais, c'est bon, le micro est coupé. Ok. En fait, ouais, effectivement, il y a cette notion de qualité et d'homogénéisation. Parce que souvent, et d'ailleurs que ce soit au sein d'une même entreprise, d'une même organisation, si on regarde différentes études qui ont été faites, et que ce soit en interne ou en externe, bah, il y a une hétérogénéité des livrables, étant sur le fond que sur la forme. Et un des facteurs clés de succès du repository, c'est d'avoir une homogénéité des insights. Et du coup, mais je rejoins absolument Guillaume là-dessus sur, il y a une vraie nécessité en fait de former ceux qui vont venir alimenter le repository à la formulation de l'insight. Et c'est vrai que avec Martin, on échangeait récemment avec un de nos clients qui nous remontait que en fait, bah, les équipes percevaient les bénéfices du repository, ça, il n'y avait aucun problème, mais qu'en fait, ils n'avaient pas cette culture de l'insight. Et donc, du coup, bah, quand il s'agissait de devoir activer la connaissance utilisateur, et ben en fait, là, il n'y avait plus personne. Parce que du coup, ils n'étaient pas familiers avec ce découpage. Et en fait, ils se retrouvaient quelque part noyés sous une manne d'informations. Et donc, il y a effectivement ce travail de formulation de l'insight, mais aussi ce travail d'acculturation en interne afin que chacun puisse bien comprendre aussi les différentes lignes qui vont venir alimenter le repository. Ok, merci beaucoup. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. C'était très riche en retour d'expérience. Donc j'enchaîne sur un sujet qui ressort assez régulièrement quand on parle de repository et plus largement d'atomic research. Vous l'avez peut-être deviné, c'est l'obsolescence des données. Donc c'est un sujet que nous n'avions pas eu le temps d'aborder lors de la première table ronde et c'est aussi un sujet qui est pas mal ressorti dans les questions des spectateurs qui nous ont écoutés la dernière fois. Donc on a vu que les données peuvent être périssables, donc elles ont une date de vie limitée pour certaines en tout cas, et ce sont des choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on travaille avec un repository. Donc là maintenant on aimerait en savoir un peu plus sur la manière dont vous gérez l'obsolescence des données présentes dans vos repositories. Domiti, je pense que c'était l'ancienne question. Ta main levée. Désolé. Romain, je t'en prie. Je vais faire une réponse assez rapide parce que nous, on n'est pas allé très très loin sur ce sujet-là. Mais le premier point qu'on a mis en place, c'est de vérifier si oui ou non cet insight avait été résolu. Tout simplement, c'est-à-dire s'il s'agit et en fait d'avoir un statut avec s'il s'agit d'un test utilisateur, est-ce que finalement on a résolu le problème d'un point de vue interface? S'il s'agit d'un insight plus stratégique qui amène vers de la feature, quelles sont les actions qui ont été prises en compte? Donc aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'on le traite. Est-ce que ça a été résolu ou pas? Mais effectivement, il y a la notion d'obsolescence dans le temps, et ça, j'aurais tendance à dire que plus un insight est ancien, moins on a de la confiance dans cet insight. Et donc, nous, on a ce qu'on appelle un
Insight Quality Score qui prend en compte le fait que est-ce que cet insight était observé dans différents cas d'usage. Nous, on travaille à l'international, donc on a plusieurs pays. Est-ce que les données dont provient cet insight sont fiables? Et peut-être que du coup, on devrait rajouter depuis quelle date on a cet insight pour nous donner un degré de confiance dans cet insight-là. Ok. Guillaume? Ouais, je complète ce que dit Romain. En tout cas, je pense qu'on peut identifier deux types d'insights. Donc les insights très centrés produits, qu'on peut appeler tactiques, enfin, ce qu'on récupère surtout en test utilisateur et sur lesquels on peut agir. Donc là, on peut estimer que la durée de vie est beaucoup plus courte parce que cet insight peut être identifié en cours de traitement et traité, fixé. Et une fois que c'est fixé, on peut penser que c'est obsolète ou alors à retester. Et à côté de ces insights vraiment produits, on a des insights plus de discovery, donc vraiment de connaissances utilisateurs, plutôt centrés sur des comportements. Et donc là, ces types d'insights ont une durée de vie beaucoup plus longue parce qu'un comportement, c'est stable dans le temps, à moins d'une pandémie mondiale qui arrive. Et là, il faut refaire quelques études pour voir si on est encore à jour. Mais on peut estimer qu'un comportement est très stable dans le temps. Donc là, on va à définir selon votre produit et votre contexte. On peut peut-être parler d'années plutôt que de semaines ou de mois. Et comme disait Romain, avoir un score ou un petit flag au bout de X temps. Ah, cet insight, il date. Est-ce qu'on ne referait pas une étude pour le remettre à jour? Est-ce que c'est toujours vrai? Donc, c'est plutôt comme ça que je le verrai. Ok, merci beaucoup. Mathilde Gauthier? Alors nous, on a un peu triché sur cette question. Déjà, on a considéré que toutes les données qui allaient avoir une durée de vie très courte par nature, typiquement ce qu'on récolte pendant des user tests, on ne le prenait pas dans notre repository en disant « Cool les gars, c'est super intéressant, ça va vous aider à améliorer le produit, mais en fait, on ne va pas passer du temps à traiter de l'information en sachant que le temps qu'elle soit mise dans la base, en fait, elle a plus de sens parce que vous avez déjà itéré et poup, on ne va pas s'en servir davantage. » Donc on a un peu évité cette complexité-là. Et pour la donnée qu'on a accumulée, on essaie de systématiquement lui mettre une date pour que quand on cherche dans notre gros bac à sable, on puisse mettre un filtre en disant « Ne me montrez pas toutes les données qui ont été collectées il y a plus d'un an, il y a plus de, je sais pas, avant, il y a plus de 15 mois. » Et à partir de là, alors notre repository a 14 mois, s'il faut parler en âge de bébé. C'est pas beaucoup. Le jour où cette base aura 5 ans, peut-être qu'on aura des problèmes différents. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir une date, ça nous permet déjà de filtrer et d'éviter les choses les plus anciennes, même si le fait de mettre le fait d'avoir choisi de ne mettre dans notre repository que de la donnée un peu exploratoire, ça nous garantit que, comme disait Guillaume, les comportements qui sont rapportés vont avoir une durée de vie un peu plus longue que 6 mois. Voilà, donc c'est un peu un choix de flemmard, mais ça nous aide au quotidien. Ok, pardon, j'étais en mute. Merci Mathilde. Romain, tu as Je voulais terminer là-dessus, mais enfin rebondir plutôt, parce qu'on parle d'obsolescence, mais il y a aussi l'obsolescence de la base en général de connaissances, dans le sens où, comme disait justement Mathilde, je ne pense pas qu'on soit beaucoup dans ce call à avoir des bases qui ont plus de 2 ans d'existence. Et du coup, au bout d'un moment, à force d'apprendre, ça devient obsolète. Donc, il faut la mettre à jour, cette base. Mais on a aussi la notion du volume de données, où j'ai vu pas mal de monde qui parlait d'Airtable. Nous aussi, on utilise Airtable. Et au bout d'un certain moment, ça devient difficilement gérable. Et donc, il faut aussi penser à l'obsolescence de l'outil qu'on utilise et comment est-ce qu'on va le faire grandir ou comment même nos utilisateurs vont évoluer. Si on est une startup et qu'on commence avec un certain type d'utilisateurs, est-ce que ce sera toujours les mêmes utilisateurs dont on va parler dans 2 ans? Donc voilà, il y a ces éléments-là à prendre en compte. En plus de la donnée, c'est le système entier qui, à un moment donné, peut devenir obsolète. D'accord. Merci beaucoup. Mathieu, tu as levé la main, je t'en prie. Pour rebondir sur ce que disait Romain, effectivement, c'est une bonne question. Nous, on a opté pour Enjoy HQ dernièrement, après avoir testé Airtable aussi.
Et un des critères qui était important pour nous, c'était le fait de pouvoir récupérer la donnée et de pouvoir la transférer assez facilement dans un autre outil. Donc c'est un point qu'on avait creusé pour s'assurer que on puisse passer de l'un à l'autre si vraiment ça nous permettait de gagner du temps sur la gestion de tout ça. Et enfin, sur l'obsolescence de la donnée elle-même, effectivement, on a également un indice de confiance qui fait que si on croise, si on va dire plusieurs faits viennent alimenter un même insight, l'insight gagne en confiance. Si plusieurs sources viennent alimenter aussi ce même insight, on peut imaginer faire je sais pas, une série d'interviews et puis tous les faits de ces mêmes interviews vont dans le même sens. Mais le nombre de sources permet aussi d'avoir une plus grande confiance. Par contre, plus la durée des sources, en tout cas des faits, est éloignée dans le temps, moins la confiance est bonne. Donc finalement, ça vient un peu niveler l'indice de confiance quand on analyse la donnée. Ok, merci beaucoup. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette question. Merci pour toutes ces explications. Donc, toujours par rapport à cet aspect de consultation et d'exploitation du repository, comment s'assurer que les données soient correctement utilisées et correctement interprétées par les personnes qui vont les consommer? Ouais, je t'en prie, Mathieu. C'est encore une très bonne question et du coup, je pense qu'il faut faire la différence entre deux types de données ici. C'est finalement les faits d'un côté, si on les inclut dans le repository, et de l'autre, les insights, qui sont déjà de la donnée compilée et traitée. Pour notre part, aujourd'hui, les insights sont accessibles au plus grand nombre dans l'entreprise, donc on gère les accès, mais globalement, toute personne dans l'entreprise qui veut aller chercher de l'information sur un sujet en insight peut le faire d'elle-même, aller rechercher en fonction des différents métiers, différentes parties finalement de l'entreprise, la partie learning, parce que nous on est dans l'apprentissage, la partie learning, la partie acquisition, ainsi de suite. Par contre, les faits, ce sont les user researchers qui ont la main dessus. Mais ce qu'on propose en interne, c'est de la research as a service. En gros, une personne peut faire une requête en disant parmi toute la donnée que vous avez quali dans votre repository, qu'avez-vous par exemple sur tel sujet, avec une série de mots-clés que la personne va pouvoir amener. Et de là, on va faire une recherche, agréger, identifier quelques macro-patterns. On ne va pas beaucoup plus loin, mais ça permet déjà d'avoir une idée de ce qu'on a en base. Ok, d'accord. Et peut-être une question qui est assez liée en fait et qui aurait peut-être pu se poser avant, c'est plutôt quelles sont les personnes qui vont consommer les données du repository. On l'a un petit peu abordé au début de la table ronde de Mithil. On ne s'est pas trop attardé sur le sujet, mais oui, pour vous, quels vont être un peu le panel de personnes qui vont interagir et se servir du repository? Ouais, de Mithil, je t'en prie. Déjà, en premier lieu, indéniablement les researchers, mais ça quelque part, c'est une évidence, j'ai envie de dire. Mais en fait, il faut se poser la question, pourquoi je fais ce repository? À quoi il sert somme toute? Et en fait, il vient apporter de la connaissance aussi pour guider les prises de décision. Donc du coup, spontanément, les équipes produits, en fait. Les équipes produits ont besoin d'accéder à ce repository et de pouvoir accéder à la donnée. Et pour moi, en fait, c'est aussi ça, une des finalités du repository. C'est l'analyse, mais c'est la collecte. Donc oui, il y a les équipes produits, ça, on va dire, c'est le premier cercle, mais on peut étendre ce cercle. Et tu l'as très bien dit, Mathieu, c'est que toi, vous l'avez ouvert à toute l'entreprise, les faits restent à la charge des researchers, mais en fait, n'importe qui peut accéder aux insights. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait d'autres personnes que les équipes produits. Pourquoi pas le marketing, bien évidemment, des métiers transverses ou même des C-level qui peuvent eux aussi accéder aux insights et se poser des questions. Donc en fait, c'est pas une personne, mais c'est plusieurs personnes. Mais par contre, le niveau de proximité du repository, lui, va être variable. Ok, d'accord. Mathilde Gauthier? Même réponse que de Mithy, effectivement, l'objectif, c'est que ça dépasse juste la dimension de l'équipe produit, qui peut être plus ou moins grande.
Nous, ça nous aide beaucoup pour faire des onboarding, c'est-à-dire quand on a quelqu'un qui arrive sur un sujet qui est extrêmement spécifique, lui dire, voilà, nous avons une base dans laquelle ton sujet extrêmement spécifique est évoqué par plusieurs clients, regarde des verbatims. Ça change un peu l'onboarding où on dit, voilà notre sujet, nos clients sont A, B, C, D, E, et voilà ce qu'ils veulent. On se retrouve face à des verbatims de gens qui disent, franchement, cette expérience est nulle, je ne comprends pas et je me sens bête. Donc, il y a un aspect émotionnel où on arrive à plonger des personnes qui viennent de rejoindre l'entreprise. Je trouve ça plus puissant qu'un petit Doc Notion. Et après, effectivement, il y a d'autres équipes qui peuvent être le marketing, le leadership, des personnes qui sont curieuses, des personnes qui ont entendu parler d'un sujet et qui se disent, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet, ça m'intéresse. Ce que je trouve difficile, c'est comment est-ce que nous, on peut soit structurer la base, soit accompagner les gens pour qu'ils arrivent et qu'ils trouvent pile poil le contenu qui les intéresse avec le bon niveau de granularité. Quand on parle d'un gros bac à sable, je pense qu'il y a des gens qui meurent dans un bac à sable, hein, parce qu'ils ont la tête et il y a trop de trucs par-dessus. Mais si on leur dit juste, regarde, ça c'est pile poil le rayon qui t'intéresse, c'est cadeau, tu peux tout lire, tout va t'intéresser, c'est quand même très puissant. Donc, même si tout le monde a accès par défaut à notre repository, c'est-à-dire qu'il y a un SSO, n'importe qui avec une adresse Payfit peut se connecter et peut tout lire et ne peut rien supprimer, ça détend. La difficulté, ça reste de les accompagner pour qu'ils fassent une recherche précise, qu'ils trouvent le bon contenu et qu'ils repartent en se disant « Purée, c'est trop bien, je suis content ». Ok, Mathieu, je te laisse prendre la suite. Yes. Je rejoins Mathilde effectivement sur le fait de donner le bon accès et très trier à l'information aux personnes quelque part composer l'expérience utilisateur de consommation du repository. Il y a un autre aspect qui peut être important aussi, c'est la communication qu'on fait autour des insights. Ça peut être spontané, c'est pas toujours lié à un projet, parce qu'on peut identifier des patterns dans différents contextes et finalement vouloir les communiquer. Je sais que chez nous, on a par exemple un channel Slack qui s'appelle Feedback, qui est un des plus fréquentés de l'entreprise parce que on a et les célébrations de diplômes, ce genre de choses, donc les gens qui sont contents finalement de leur expérience chez Open Classroom, mais aussi les autres, ceux qui ne sont pas contents. Et donc ça permet aussi par exemple de publier des insights là-dedans, donc c'est une information un peu plus agrégée, mais ça permet à chacun qui passe par là de se dire, ah, tiens, ce sujet-là pourrait m'intéresser et potentiellement, je sais qu'il y a un repository où il y a d'autres choses dedans et je pourrais y retourner. Ok, merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup. Donc il nous reste un peu de temps là, un peu moins de 15 minutes. Je vais passer la main à Sylvain et on va essayer de répondre ensemble avec vous les intervenants aux questions posées sur YouTube. Ouais, il y a quelques questions. Bon, c'est un peu tardif. Alors, désolé encore pour le son. Il y a eu effectivement, il y a eu un énorme problème. Mais on reprendra, comme j'ai dit dans le chat, on reprendra la vidéo. Et du coup, on vous remettra tout ça clean et on vous partagera tout ça. On a une question de Anne-Laure qui, sur LinkedIn, nous dit que déjà, c'était très intéressant, il faut le souligner, pour nos experts. Et elle demande si elle pourrait en savoir un peu plus sur le quality score utilisé dans le repository. C'est quelque chose qui l'intéresse particulièrement. Et quelles sont les autres dimensions utilisées pour le construire? Ça, je crois que c'était plutôt pour Romain. Oui, tout à fait. Alors, le quality score, déjà, ça va dépendre des critères de qualité que, que chaque personne met derrière un insight. Nous, dans notre cas, un des premiers points, c'était de pouvoir se dire, est-ce que cet insight est partagé à travers nos pays cibles? Typiquement, nous, on travaille avec différents pays européens. Si un insight est vu que dans un seul pays, finalement, est-ce que c'est quelque chose qu'on va prendre en compte ou pas? Et donc, il a une qualité assez moindre si on a 1 sur 4, par exemple. Le deuxième, ça va être la confiance dans la source. C'est-à-dire qu'on ne met pas la même confiance entre une étude faite par des user researchers et des remontées d'informations
qui sont un peu réinterprétés à chaque fois, jusqu'au moment où ça arrive jusqu'à nous. Typiquement, des personnes chez les sales qui ont un point de vue ou quelque chose qui est, voilà, généralement on sait que, mais bon, on sait que, voilà, moi on l'a pas vu, on l'a pas prouvé, donc pareil, la confiance est un petit peu plus légère. Le nombre d'occurrences qui va compter aussi, le nombre d'occurrences. Du coup, maintenant, grâce à cette table ronde, je me dis que la date est intéressante aussi à renseigner. Et donc, ce score va de 1 à 4. Et à partir de 3 à 4, on peut avoir confiance dans cette donnée. Et quand on est sur quelque chose de 1 ou 2, en fait, on se dit surtout, il faut qu'on lance une étude plus spécifique pour vérifier cette information. Merci. Ok. Je vais rebondir avec, du coup, désolé, je les prends pas dans l'ordre, mais il y avait quelque chose qui était quand même assez similaire sur justement comment vous récupérez la donnée. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur où est-ce que vous récupérez la donnée, auprès de qui? Et du coup, justement, est-ce que eux la loguent? Comment se fait éventuellement cet échange d'informations dans vos compagnies? Allez, Mathilde, lance-toi. Alors, même réponse que tout à l'heure, on n'a pas ouvert les vannes en disant à tout le monde open bar, venez loguer vos informations. En fait, parce qu'on est trop et parce que vraiment cette exigence d'homogénéité de traitement de la donnée est forte et pour nous, c'est pas compatible avec le fait de demander à des gens qui ont différents métiers, différentes préoccupations et assez peu de temps de taguer du contenu dans notre repository. Donc, on s'est concentré. Option flemme, on a dit, voilà, nous, on ne veut prendre que la recherche exploratoire. Et les gens qui loguent la donnée et qui la taguent ne sont que des gens qui ont été formés. Et comme ça, on les suit à la trace, et s'ils font mal leur taf, on leur explique que la donnée est importante et que leur traitement de la donnée est capital. En parallèle, on sait très bien qu'il y a de la donnée qui transite par les sales, les CS, tous les départements qui sont en relation avec les clients absorbent de la donnée. Si vous aviez envie de mettre tout ça dans votre repository, je vous conseillerais plutôt de tester des automatisations pour limiter le travail nécessaire aux gens et ensuite de donner la tâche de tag, de caractéristiques à quelqu'un qui a été formé, ce qui limite la dispersion et les pratiques différentes. Mais ça prend du temps là encore et il y a plein d'équipes à qui on ne peut pas imposer une surcharge de travail en leur disant « Eh, venez, donnez-nous de l'info et puis prenez un peu de temps pour la taguer. Non, mais suivez nos règles en plus. » C'est pas tenable. Vous fonctionnez tous un peu comme ça? Mathieu, non? Tu avais levé la main? Yes, nous, on a pris le contre-pied, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de brancher un maximum de tuyaux sur la partie fact pour avoir un nombre d'occurrences de données assez importantes, quitte à pas forcément avoir un œil sur chaque point qui rentre, mais on est passé par des phases de tagage manuel, ce qui nous a permis d'identifier des patterns au niveau de ce qu'on tag, c'est-à-dire est-ce qu'on tag au niveau de la source, parce qu'on sait que tel NPS, par exemple, vient d'alumni ou de student, donc on peut déjà pré-taguer qui est-ce qui a rédigé ça, ou est-ce qu'on tag par rapport au contenu, quand la personne, par exemple, évoque un cours en Python, on sait que c'est dans la catégorie développement chez nous et qu'on peut rapidement le pré-taguer. Alors, c'est pas parfait, mais ça nous permet, quand on fait une recherche dans la base, de récupérer déjà un certain nombre d'informations pour finalement se faire une idée du sujet. Romain, je te laisse compléter. Ouais, je voulais juste revenir par rapport à ce que disait Mathieu. En fait, et tous ces tuyaux qui arrivent, qui envoient de la donnée, je pense que si on prend une approche atomique, et c'est là où ça devient intéressant, ce sont des facts. C'est un ensemble de faits et c'est au user researcher de les réinterpréter pour en faire un insight. Et donc, c'est là où voilà, on rajoute l'intelligence dessus. Mais le fait d'avoir les tuyaux branchés envoie de la donnée. Alors après, soit c'est directement dans la base en tant que fact, soit c'est en allant les rechercher parce que voilà, on a des personnes qui sont formées pour le faire. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans cette approche atomique.
si je peux juste compléter en un mot. Effectivement, pour l'instant, le but, c'est de générer manuellement des insights, que nous-mêmes, intellectuellement, on agrège l'information, on identifie des patterns. Mais je pense que l'étape d'après, avec cette masse de données, c'est de pouvoir aussi faire des dashboards en self-service et que en tablant sur l'auto-tagging des facts, on puisse dire, ben voilà, dans tel secteur, sur tel domaine, voilà ce qui a été auto-tagué pendant telle période. Et c'est un peu ça, vers ça qu'on va sur de la donnée externe, donc des reviews, mais aussi sur de la donnée interne, par exemple, des comptes rendus de sessions, de mentorat, des choses comme ça. Donc ça peut alimenter un peu les deux. On a une question assez intéressante de Simon Garret qui nous demande est-ce que vous continuez à faire des rapports pour synthétiser ou communiquer la connaissance du repository? Voilà, je pense que la question est assez intéressante parce que là, on a plusieurs profils, en fait, agences et start-up. Donc, voilà, je vous laisse la parole, Guillaume, je t'en prie. Ouais, c'est une très bonne question parce qu'on se la pose. Et du coup, ouais, moi, c'est un de mes. Je dirais pas que c'est un pain point, mais c'est un questionnement. C'est qu'en effet, aujourd'hui, on fait une étude. Donc nous, on n'a pas les faits dans notre table. On commence par des insights parce que les faits, on les traite dans Miro. Voilà, on manipule nos post-it, on fait des affinity mapping comme ça marche bien. Et Airtable est un peu trop rigide pour nous faire ça. Donc, on a tout ça dans Miro et ensuite on fait nos rapports, donc des slides à l'ancienne également à partir de ça. C'est juste là où justement cette notion de formatage et de syntaxe rentre en jeu parce que déjà nos rapports sont rédigés selon une certaine syntaxe parce que moi ça me facilite le travail derrière de rebasculer mes insights dans la base Airtable. Donc le rapport est sur un sujet d'étude particulier et ensuite tous les insights sont pseudo-atomisés parce qu'on est au stade au-dessus dans la base pour que quand quelqu'un plus tard veut des insights sur la carte par exemple de notre produit, eh ben il va aller voir tout ce qui concerne la carte, que ce soit d'une étude qu'on a fait la semaine dernière ou d'une étude qu'on a fait il y a plusieurs semaines. Donc voilà, on a les deux cohabitent. Ok, merci. Il y a un petit axe sur la synthèse. Alors, nous, on réfléchit aussi pas mal à ça et on utilise Airtable. Alors, pour ceux qui n'utilisent pas Airtable, c'est plus compliqué. Mais maintenant, avec l'automatisation, il y a potentiellement des choses à faire peut-être sur la rédaction automatique de rapports en intégrant du coup les insights et recommandations et en juste exportant les données. Ouais. Ça, on fait des... moi, je regarde de côté chez Servier, on regarde donc... je ne sais pas si vous avez déjà testé. Il y a un slide designer en effet dans Airtable. C'est juste que c'est encore pas très poussé, mais ça devrait évoluer bientôt. Après, le template, il est pas très engageant. Ouais. Voilà. Et niveau mise en page, c'est pas très sexy. Donc, pour l'instant, on fait nos slides à côté pour présenter joliment les choses et faire passer des messages. Et après, les gens iront chercher dans la base telle thématique plus en particulier. Domitil, ouais. Oui, non, je te rejoins complètement, Guillaume. Il n'est pas très engageant et pas très sexy, clairement, mais au moins, il a le mérite d'exister. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on fait des rapports ou pas? Quelque part, tout dépend de l'interlocuteur et de la demande. En fait, bien évidemment, je pense que et typiquement le rapport là sur Airtable, j'imagine qu'on va pas l'envoyer à un COMEX comme ça parce que ça va être un petit peu trop brut, quoi. Enfin, mais par contre, peut-être que des équipes qui, elles, des équipes produits ou d'autres équipes qui sont en attente d'une donnée spontanée, bon bah là, ça a aussi le mérite de pouvoir générer de la donnée immédiatement et de l'envoyer sous format un petit peu mis en forme, quoi. Donc, je te rejoins tout à fait, Guillaume. C'est pour moi les deux cohabitent. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas se départir de rapports parfois pour convaincre certaines personnes parce que quelque part, c'est toujours un petit peu entre guillemets, le livrable attendu. Mais à terme, j'ose espérer aussi que le repository aura pour vocation de supprimer les rapports. Je pense que ça, ce serait une belle vision à terme. Je suis assez d'accord avec toi et moi, ce que je vois, c'est que
Du coup, on fait les slides que pour les personnes qui éventuellement ne sont pas évangélisées à l'outil. C'est ça qui se passe en fait au fur et à mesure du temps. C'est qu'au final, les gens qui veulent voir un petit peu comment ça se passe ou récupérer des insights, ils finissent par travailler avec, donc ils ne te demandent même plus. Mais effectivement, le côté prendre des décisions sur la refonte de l'outil au global ou sur des parcours qui vont être très importants, évidemment, bon, là, c'est compliqué d'utiliser le repository pour présenter un peu ce que tu as trouvé, etc. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est un peu stable. Une des limites de l'Atomic Research, c'est que c'est très verbeux, enfin, c'est des mots. Donc tout ce qui est boucle d'interaction entre deux parties prenantes dans ton produit, tu pourrais faire un schéma et ça expliquerait déjà beaucoup de choses. Et là, quand tu prends une approche atomique et ou va chercher l'information dans un repository, c'est beaucoup moins visuel et beaucoup moins engageant, encore une fois. Ouais, carrément. Simon, dernière question qui nous dit concrètement que faites-vous des insights traités, en tout cas ceux qui sont tagués comme traités. Du coup, que faites-vous? Est-ce que vous en débarrassez? Est-ce qu'il y a une base hold? Enfin voilà, comment vous gérez ça? Romain? Ouais. Alors, pour le moment, on s'en débarrasse pas, et c'est un an d'ancienneté de notre côté. Et surtout, l'intérêt, c'est que des insights obsolètes ou tagués comme traités, ils nous servent aussi de KPI, d'indicateurs de performance de la user research et de l'UX. Et ça, je pense que c'est un sujet, c'est-à-dire qu'en dehors à côté de l'obsolescence, on a aussi la notion de valeur ajoutée qu'apporte l'UX et la user research à l'entreprise. Globalement, elle n'est plus approuvée, les gens l'ont intégrée. Néanmoins, elle est difficile à démontrer et souvent subjective. Et je trouve que ces outils-là nous permettent d'avoir une approche un peu plus analytics du sujet et de pouvoir parler de performance, notamment quand vous allez vouloir peut-être augmenter la voilure ou accélérer ou prouver certains points. C'est important d'avoir ce genre d'informations, donc ne jetez pas vos insights traités, ils vous serviront plus tard. Personne ne voulait rajouter dessus. On est bon? Bon. Merci beaucoup. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. J'en vois pas particulièrement. Je mets à jour, mais non, c'est bon. Donc, merci à beaucoup de votre participation à cette table ronde numéro 2. Comme la dernière fois, on reverra la vidéo, on fera un truc un peu plus clean. On vous partagera de nouveau les liens et on avait fait une retranscription de la table ronde numéro 1, donc on fera la même chose pour la 2. Pour ceux qui aiment lire, il y a beaucoup de choses intéressantes, même avec les questions et tout. Là, c'était le dernier point sur le ROI, les KPI. Il est quand même, et je pense que beaucoup de gens pourraient être intéressés juste par ce point-là. Donc on va essayer d'écrire ça et puis d'envoyer ça, donc voilà, donc on conclut là-dessus. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis une prochaine fois pour éventuellement parler d'autres points. Merci pour l'organisation aussi. Merci à tous. Merci Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.